Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et surtout nos débatteurs, nos 4 débatteurs jusqu'à midi avec vous pour répondre aux questions que se posent nos auditeurs, que nous nous posons avec l'actualité. On reviendra peut-être ce matin, je vous l'ai dit, sur les sabotages à la SNCF, puisque à nouveau, il y a de nouvelles informations ce matin. On a arrêté un militant de l'ultra-gauche du côté de Oissel avec des clés et des pinces coupantes, des clés d'accès à des sites SNCF. Alors on s'intéressera en effet à ces organisations d'ultra-gauche. Et puis la cérémonie d'ouverture des JO, on y revient parce que certains pays dans le monde, des dictatures, des théocraties, qui veut censurer la France en refusant que certaines parties de la cérémonie, de la rediffusion sur le site du CIO figurent diffusées, en tout cas soient diffusées dans leur propre pays. Et puis le Proche-Orient, peut-être que ça intéressera nos invités. Je vous présente nos 4 débatteurs ce matin. Alex Darmon, bonjour. Bonjour Alex. Thierry. Bonjour journaliste politique, votre propre chaîne YouTube, Les Indécis, auteur et producteur de documentaires. Noémie Alioua. Bonjour Olémie, vous êtes journaliste, essayiste et auteur de La Terreur jusque sous nos draps, un livre chez Plomb sur le féminisme. Nous avons une élue ce matin, porte-parole du Parti Socialiste, adjointe à la maire de Paris en charge du handicap, Lamia El Haraj. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Et puis à gauche aussi, un représentant des écolos, de la sensibilité écologiste, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental et ancien élu des Verts il y a quelques années. Jean-Luc Benamias, bonjour Jean-Luc et merci d'être avec nous en direct de Marseille. On va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et puis, on était dans les JO à l'instant, eh bien, on va y rester peut-être avec vous, Lamia El Haraj. La cérémonie d'ouverture, la couverture médiatique, vous vouliez revenir là-dessus avec quoi? Un coup de cœur ou un coup de gueule? Un coup de cœur, bien sûr. Comment est-ce que ça pourrait être un coup de gueule? Il y en a qui en poussent. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a qui en poussent. Oui, mais vous savez, on donne toujours beaucoup plus la parole à ceux qui râlent que à près de 90% de Français, mais au-delà de ça, 90% de spectateurs qui, dans le monde, ont été conquis par cette cérémonie d'ouverture. Ouais, c'est à peu près la moyenne des sondages à peu près partout. Tout à fait. Moi, je l'ai trouvée belle, je l'ai trouvée émouvante. J'ai trouvé que c'était un beau condensé de ce qu'on est ensemble, de notre histoire, de ce qu'on a envie de raconter de cette histoire commune. On parle beaucoup depuis quelque temps de tout ce qui nous divise, tout ce qui fait qu'on ne s'aime pas, qu'on serait tous différents, qu'on pourrait pas vivre ensemble. Et j'ai trouvé que cet exercice autour de Thomas Joly était particulièrement réussi. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. J'ai trouvé que c'était un bel hommage aussi à Paris, à la beauté de Paris, à la beauté de ses monuments, à la beauté de cette ville. Enfin bref, voilà, je manque de mots et de superlatifs. Vous l'avez regardé comment? Vous étiez sur place? Vous étiez devant un écran? Je l'ai regardé sur écran géant, sur la terrasse des Jeux, donc à côté de l'hôtel de ville. Et j'ai trouvé que c'était absolument sublimissime. Donc j'ai pas d'autres mots. Et à tous les râleurs et tous les gnangnang qui passent leur temps à nous expliquer que tout va mal et que tout est horrible. Franchement, si on pouvait pour une fois se réjouir un petit peu et dire qu'on est content de la visibilité donnée à notre pays et à notre ville. Quel tableau que vous avez préféré? Alors je sais bien que quand il y en a tant, c'est une question un peu de journaliste, on va dire, mais un peu piquante. Mais j'ai trouvé que la conciergerie avec Gojira, c'était absolument incroyable. Le groupe de métal Gojira. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était extrement osé. C'est la tête coupée de la reine qui vous a plu? En même temps, c'est marrant que vous disiez ça parce que je regardais que certains sur les réseaux sociaux, certains étaient extrêmement choqués, mais on est bien d'accord que Marie-Antoinette a bien été. Oui, c'est l'idée de la montrer. La révolution. C'est la révolution, ça fait partie de l'histoire de notre pays. Et de l'entendre chanter Paris, Lamia. Tout comme j'ai vu que certains étaient choqués par Louise Michel, mais moi je suis très heureuse qu'on ait rendu hommage à Louise Michel, parmi les grandes femmes qui ont apporté quelque chose à la nation française, qu'on rende hommage aux femmes par ailleurs qui ont donné à notre pays. Après il y avait aussi bien sûr le cheval magnifique sur la scène à la fin, il y avait aussi Céline Dion, enfin bref, je n'arrive pas trop à choisir. Vous savez que Louise Michel, on dit beaucoup de bêtises sur Louise Michel, parce que oui, certains à l'extrême droite ou à droite se sont offusqués, merci, de lui rendre hommage parce qu'elle avait été condamnée, elle était au bagne, parce que communarde, ayant soutenu la commune et même les excès de la commune. Sauf que quand elle est rentrée, c'est la Troisième République elle-même qui a fini, à la fin de sa vie, et notamment avec Jean Jaurès et d'autres, par lui rendre hommage. Victor Hugo lui a rendu hommage. Pourquoi? Parce que le travail qu'elle a fait à son retour de Nouvelle-Calédonie
cérémonie du bagne pour les enfants, et notamment les enfants handicapés, les enfants miséreux à Paris, a été à peu près salué par tout le monde. Clémenceau aussi lui-même disait finalement du bien de Louise Michel. C'est dire que bon, voilà, nos figures historiques, c'est, j'ai envie de dire, de Jeanne d'Arc, dont on peut, qui n'a pas été citée, mais Jeanne d'Arc, certains disent mais pourquoi elle a manqué? Nos figures historiques sont nos figures historiques. C'était pas elle sur le cheval. Une question, mais c'est une question. Et moi, j'ai pas de sujet avec ça. Je pense que tout ce qui contribue à notre histoire, de toute façon, à un moment ou à un autre, alors nous enrichit, je sais pas, il y a peut-être des choses dont on se serait passé, mais pour le coup, ça fait partie de ce qu'on est, de qui on est. Et je crois que tous ceux qui seraient tentés par une forme de révisionnisme pour essayer de censurer, il faut qu'on arrête aussi avec ça. Jean-Luc Benamia à Saint-Marseille, vous êtes tenté par le révisionnisme? Non, c'est pas par révisionnisme, c'était très bien. Je plaisante. Moi, je me suis un peu cassé les pieds au départ de cette commémoration, enfin de cette ouverture des Jeux, et puis plus ça avançait, plus c'était passionnant. Donc voilà, clairement. Puis alors la fin avec Céline Dion, il y a plein de scènes. Un mot sur Louise Michel quand même. C'est vrai qu'elle est condamnée au bagne et elle va en Nouvelle-Calédonie. Elle quitte les autres bagnards avec lesquels elle est, et elle va participer avec les tribus Kanak à faire de l'éducation populaire avec les tribus Kanak. C'est quelque chose qui a été qui est largement ignoré. En tout cas, moi, je l'ignore pas, parce que j'ai lu pas mal de trucs là-dessus. Je pense à la Nouvelle-Calédonie en ce moment, par rapport à ce qui se passe avec les problèmes en Kanaki et en Nouvelle-Calédonie. Mais voilà, clairement, moi, j'ai trouvé les hommages divers et variés, vraiment. Bon, voilà, je m'attendais pas vraiment à ça, et ça m'a rappelé quelque chose. Je termine là-dessus. Rappelez-vous la cérémonie d'ouverture aussi d'Albertville, qui était très très exceptionnelle elle aussi, avec deux couplets et ainsi de suite. Voilà, c'est tout ça, on sait faire en tous les cas. C'est vrai qu'on a pensé beaucoup. Moi, j'ai pensé à 1989. J'étais sur les Champs-Élysées quand Jean-Paul Goude, à la demande de François Mitterrand aussi, célèbre les 200 ans de la Révolution. Noémie Alioua, qu'est-ce que vous inspire à la fois ce coup de cœur de Lamia El Aragé et la cérémonie elle-même? Mais écoutez, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que j'ai regardé aussi cette cérémonie d'ouverture avec des étoiles dans les yeux, comme une petite fille. J'ai été très émue avec le sentiment qu'on passait sans cesse du présent au passé, du passé au présent, qu'il y avait un fil rouge. Si je devais retenir un moment qui m'a particulièrement plu, c'est celui d'Ayana Kamura avec la garde républicaine, parce que vous savez, j'ai écrit un livre sur la ville de Sarcelles, dans laquelle j'ai grandi, qui raconte la fin du vivre ensemble. Et dans cette image-là, on avait encore cet idéal du vivre ensemble, avec cette garde républicaine qui symbolise. On l'a réalisé, là, c'est pas un idéal, tout d'un coup il est réel. Mais c'est cet idéal qui est incarné là, dans cette image-là. J'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très fort. D'un point de vue du symbole. Et puis ils se sont lâchés, les gardes républicains qui sont des gendarmes. Ils se sont complètement lâchés. Qui sont les gardes de l'Élysée, de l'Assemblée nationale. Et on s'est dit là, on réanime. Et des très bons musiciens. Si vous voulez, on fait une alliance entre deux mondes qui peut-être ne se retrouvent jamais. Mais ils se côtoient tous les jours. Et là, non, le monde d'Ayana Kamura. Ayana Kamura, c'est quelque chose en France. La garde républicaine, c'est autre chose en France. Où je vous invite vous connaissez sans doute le travail sur l'archipélisation de la France, sur l'idée que nous vivons de plus en plus dans des îlots qui sont dans un pays qui est fracturé, dans des îlots sociétaux qui ne se rejoignent pas. Mais il y a des tas de Français qui sont de ces quartiers, d'où je viens, qui connaissent la réalité des gendarmes de la garde républicaine. Ils connaissent la réalité de ces gendarmes, bien sûr, mais je suis d'accord avec vous. Mais croyez-moi qu'il y a en France des sociétés qui ne se rencontrent jamais. C'est le travail de Jérôme Fourquet, je vous invite à lire son livre sur l'archipel français, qui explique très bien ça. Oui, on l'entend. Ouais, on a l'arrière-fond. C'est la version de ça raconte une histoire de ce qu'on est et de notre capacité en réalité à vivre ensemble en dépit de tout. Et je crois que c'est aussi ce qu'on a vu après le second tour, au moment des second tours des législatives, où on a eu une espèce de sursaut national malgré tout, qui avait envie de raconter une histoire différente de celle de l'extrême droite et de celle de la haine de l'autre. Et je crois que cette cérémonie d'ouverture, ça raconte assez bien ça. Alex Darmon ? Ouais, moi je vais vous remercier, Lamia El Aragé, aujourd'hui, parce que vous représentez la mairie de Paris en quelque sorte, et on a tellement tapé sur la mairie de Paris, sur le plateau en tout cas, et on a tellement tapé sur la mairie de Paris, sur la ville de Paris pendant des mois et des années en disant que ça pourrait pas se tenir, que ces JO se passeraient mal et tout, que je vais vous remercier sincèrement, parce que cette cérémonie, elle était, on pouvait pas avoir mieux.
en réalité. Alors oui, il y a des choses qui plaisent pas. C'est comme ça, c'est chacun la nature, chacun sa subjectivité. Moi, forcément, le tableau de la Seine m'a un peu moins plu, mais il m'a pas dérangé. Genre, c'est aussi ça, Paris. C'est l'irrévérence. En plus, c'est pas le tableau de la Seine, c'est Dionysos, voilà, c'est pas Jésus-Christ. Bon. Mais ce que tout le monde rappelle au tableau de la Seine, bon bref. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est aussi ça, Paris. C'est les cabarets, c'est toutes ces choses-là. Et moi, j'ai adoré du début à la fin. J'ai été ému. J'ai adoré Lady Gaga, j'ai adoré Aya Nakamura, j'ai adoré ce cheval qui sur toute la scène. C'était un peu long, il aurait dû prendre un taxi à un moment donné, mais j'ai adoré aussi quand même ce cheval sur la scène qui remontait. Même la pluie, elle était magnifique. Même la pluie, les danseurs sous la pluie. Exactement. La pluie, on aurait pu l'imaginer dans cette scène. Les catacombes, le métro, Zinedine Zidane, c'est Marseille, mais c'est Paris et c'est la France. Jamel Debbouze qui pour est ouvrir. Paris. Voilà, pour ouvrir, c'est magnifique. Bref, moi je trouve qu'il y a eu sincèrement aucun raté. Je peux comprendre qu'on ait encore une fois que certains aient été choqués, énervés, qu'on ramène ça et qu'on puisse comparer à la religion. Mais après toutes les polémiques, qu'est-ce qui passera ? Il passera le fait que c'était la plus belle cérémonie de tous les temps d'ouverture des Jeux Olympiques. Franchement. Je viens juste réagir là-dessus. Merci beaucoup pour ces mots, parce que c'est vrai que le bashing ville de Paris, il est facile en fait. Sauf qu'en réalité, on est, je dis très sincèrement, dans la plus belle ville du monde, moi je crois, que cette cérémonie d'ouverture, elle était ambitieuse, que la maire de Paris l'a portée à bout de bras. Je rappelle quand même que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, le président de la République... C'est Thomas Joly qui l'a porté à bout de bras, et l'État, et tous les services. Je me permets quand même, la candidature des Jeux, c'est Anne Hidalgo, à l'époque, en 2015, qui l'a apportée, c'est la maire de la ville haute. La cérémonie d'ouverture avec cette suggestion sur la scène, c'était pas quelque chose d'évident au départ. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, le président de la République continuait de dire qu'il y aurait un plan B parce que c'était pas envisageable de le faire sur la scène. Il envisageait tout, c'était son devoir. J'ai pas du tout envie de polémiquer là-dessus. Thomas Joly a été choisi en tant que directeur artistique. Il a un talent fou, il l'a démontré, donc c'est pas du tout ça le sujet. Simplement de dire qu'il y a un moment des gens qui ont des convictions, qui y croient, qui s'y accrochent et qui essayent de les défendre à bout de bras. C'est aussi quand même pas mal de le reconnaître, en fait. C'est juste ça, quoi. Parce que moi, entendre parler en permanence du fait que tout va mal à Paris, qu'on est des très mauvais gestionnaires et pas légitimes à être décideurs politiques alors qu'on a été élu, ça commence aussi un peu à me saouler. Vous savez ce qu'ils pensent les Parisiens, beaucoup dont je suis, et qui parfois sont très en colère contre la gestion de la ville, mais ils espèrent que la propreté, que la sécurité, dont on a vu les aspects pendant 48 heures là, sera maintenue après et existera. Je voudrais rendre hommage. Vous êtes un peu réducteur dans votre façon de présenter les choses, mais on peut en redébattre sur la politique municipale, j'ai pas de problème avec ça. Emmanuel Macron n'a pas remercié Anne Hidalgo. Aussi propre, on peut sortir des statistiques très précises. Pas les deux à la fois, laissez finir la mienne. Je ne veux pas juste laisser dire n'importe quoi, il y a des statistiques, il y a des choses qui l'étaient. Après que vous ayez le sentiment peut-être que vous, en bas de chez vous, c'est pas aussi propre qu'avant. C'est marrant parce qu'on est très nombreux à avoir ce sentiment. Mais on en reparlera. Il y a beaucoup de gens en tout cas qui en 2020 ont considéré que c'était pas le sujet et qui nous auraient élus à la tête de cette ville. Vous avez raison. Alors Noémie voulait dire. Oui, non, mais je remarque Alex Darmon remercie la mairie de Paris. Le président de la République ne l'a pas fait. Dans ses remerciements, il s'est attribué tous les bénéfices politiques de cet événement. On les a vus ni lui ni elle beaucoup, vous savez. Oui, mais Emmanuel Macron, il a complètement incarné cette idée politiquement du désir d'organiser tout ça sur la scène, si vous voulez. Il a pendant longtemps expliqué que c'était son idée, qu'il allait le faire envers et contre tout, malgré aussi les experts sécuritaires qui expliquaient qu'il était impossible de sécuriser les quais de Seine, que c'était extrêmement dangereux, que c'était un risque monumental. Et il l'a quand même fait, en tout cas il l'explique que c'est lui qui a pris cette décision et que c'est lui qui s'y est tenu envers et contre tout. Donc c'est vrai c'est celui qui aujourd'hui bénéficie plutôt d'un avantage politique, c'est plutôt Emmanuel Macron qui s'est attribué les lauriers de cet événement. Alors ça on va en parler. Je voudrais, avant qu'on passe à la pub, on y revient dans un instant. Je voulais juste rendre hommage à deux personnages que vous venez d'évoquer, mais sur lesquels on n'a pas mis ou de nom ou de fonction. La cavalière après le cheval sur l'eau. Bien sûr, ensuite elle arrive dans la grande esplanade du Trocadéro, c'est magnifique. Eh bien, c'est une sous-officier de la garde républicaine avec son magnifique cheval lusitanien là qui arrive. Donc c'est une femme sous-officier de la garde républicaine, une cavalière du régiment de cavalerie de la garde républicaine. Et puis, vous savez, l'homme au masque de fer qui est sur les toits, il s'appelle Sébastien Noguera. On l'a très peu cité. On a beaucoup cité Daphné Burkli et Sébastien Noguera et Thomas Joly, mais je voulais citer ce matin Sébastien Noguera. On va voir si tout le monde s'en fout dans un instant. Jean-Luc Benamias, et on y revient. C'est Mettez-vous d'accord et c'est sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier.
Et avec nous, Lamia El Aragé, qui est adjointe à la maire de Paris, en charge du handicap et membre du Parti Socialiste. Jean-Luc Benamias, qui est avec nous en direct de Marseille, lui, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien élu Europe Écologie Les Verts. Noémie Alioua, journaliste, essayiste. Et Alex Darmon, journaliste et producteur de documentaires. Jean-Luc, on évoquait à l'instant les suites de la cérémonie d'ouverture, les débats, les polémiques. Et puis Noémie nous disait, le grand bénéficiaire, c'est Emmanuel Macron. Vous dites, on s'en fout. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, mais je crois que là, ça a dépassé tout cela. Hein. Je veux dire, quand vous regardez l'ambiance, et je voulais parler de ça, c'est mon coup de cœur, c'est une partie de mon coup de cœur. C'est pour ça que je vous passe la parole. L'ambiance au Stade de France, avec un karaoké géant, avec la reprise de chansons françaises, d'ailleurs, ou pas forcément uniquement françaises, mais souvent françaises, avec 70 000, 80 000 personnes qui chantent en même temps. Et quand vous regardez les autres ambiances dans les différentes salles où ont lieu les épreuves sportives, enfin, tout le monde, quand je dis tout le monde s'en fout, c'est qu'on est passé ailleurs, là. On est passé sur le bénéfice complet de Jeux Olympiques qui sont jusqu'à maintenant extrêmement réussis. Réussis et pour les Français, mais réussis aussi pour l'ambiance. Voilà, c'est pour ça que je dis tout le monde s'en fout. Mais c'est le côté politique direct là, il est, me semble-t-il, totalement dépassé. Ouais. Alors attention, parce que voilà, quand vous avez votre parleur, on vous entend, Jean-Luc, on m'entend en écho, et donc il y a un risque de Larsen. Bon, mais alors vous êtes d'accord avec Jean-Luc, les bénéfices politiques, ils vont bien au-delà d'Hidalgo, de Macron, c'est plus du tout le sujet. Les gens sont dans autre chose aujourd'hui. Alex Darmon. Je pense que c'est trop tôt déjà pour l'évaluer, à mon avis. Je pense pas que ça serve qui que ce soit, moi, à un moment donné, ces bénéfices politiques. C'est-à-dire que la France, déjà, c'est-à-dire nous tous. Mais la France. Mais ce que je veux dire, c'est des personnalités politiques, j'y crois pas. Les Français ont tellement attendu ces Jeux Olympiques que c'est pas que c'est normal, c'est juste que c'est leur moment et qu'ils veulent en profiter. Et c'est vrai. Moi, j'ai été au stade samedi pour voir l'équipe de France de rugby. C'était exceptionnel. Ouais. Non mais franchement exceptionnel. L'ambiance, le résultat, l'organisation. Je vais souvent au stade et je vais encore féliciter la ville de Paris parce que tout le monde a tapé dessus. Et je vais souvent au stade. Je vous promets que c'est la première fois que je vais au Stade de France où ça se passe aussi bien en termes de transport et en termes d'entrée. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pas perdu de temps pour rentrer et j'ai pas perdu de temps pour rentrer dans le stade et pour partir et rentrer chez moi derrière. Lamia va pas aimer, mais pour bien connaître l'organisation interne là en ce moment, et notamment par exemple au Parc des Princes ou au Grand Stade, c'est pas du tout la ville de Paris qui est organisateur. Peut-être, mais en tout cas ça se passe de la chose, c'est le CIO. Je veux bien qu'on raconte tout et n'importe quoi, mais je suis en total désaccord avec ça. Parmi les acteurs, et justement vous m'avez un peu c'est les bénévoles du CIO, c'est les bénévoles du CIO, c'est les bénévoles de la ville de Paris. Il y a quand même 3 organisateurs, l'État, avec qui ça s'est extrêmement bien passé, notamment la préfecture de région, la préfecture de police, le CIO, la ville de Paris et le CIO et Paris 2024. Donc il y a quand même 3 acteurs qui à un moment ont réussi à se coordonner pour faire de ces jeux un très grand moment. Moi je suis pas sûre qu'il faille parler de bénéfices politiques personnels, je crois pas qu'on soit là-dedans. En revanche, de dire que ça va marquer notre pays, que c'est un bel effort collectif, qu'il y a eu une très belle coordination, qu'il y a une très bonne organisation, que les gens sont satisfaits, qu'il faut saluer aussi les forces de l'ordre, les volontaires qui travaillent comme des fous pour permettre justement cette expérience usagée absolument incroyable, et bien sûr l'ensemble des agents de la ville qui sont mobilisés, qui n'ont pas pris de congé cet été pour permettre aussi ce beau moment. Je pense que c'est pas grave en fait de le dire. Et après, peut-être juste si vous me permettez de préciser, tel que ça a été conçu, la candidature de Paris à ces Jeux avait vocation à marquer un tournant dans la façon d'organiser les Jeux. On l'a vu sur la cérémonie d'ouverture, la première fois que ça a lieu en dehors d'un stade. On le voit sur la sobriété aussi des Jeux, 0 plastique utilisé, sur le fait qu'il n'y avait pas de nouvelles constructions en dehors de la Chapelle Arena et que donc l'idée c'était plutôt de faire de l'éco-rénovation des bâtiments municipaux et des bâtiments qui vont accueillir les événements sportifs, et je pense que c'est une réussite. Et le fait de dire que c'était des Jeux qu'on voulait populaires, en tout cas qui se faisaient dans la ville avec les Parisiennes et les Parisiens et l'ensemble des visiteurs. Et je crois qu'à ce titre, on peut dire que c'est réussi. L'héritage sera énorme en matière d'accessibilité, en matière de rénovation des bâtiments, en matière aussi de modalités de transport. Et ça, je crois qu'on peut le saluer en étant objectif et en étant, je dirais, honnête aussi. Alors, vous avez cité vous-même, Lamia, tout à l'heure, Alex, la Seine, C-E-N-E, qui serait donc un des tableaux de Thomas Joly, qu'il a contesté d'ailleurs. Il a dit, mais c'est pas du tout ça, c'est Dionysos, une évocation à l'Antiquité
et à la peinture authentique. En tout cas, il y a un débat et certains, par exemple, la conférence des évêques de France, s'est un peu offusqué de cela en disant que les catholiques étaient toujours... Et qui est venu à leur secours? Alors là, on tombe des nues, si j'ose dire. Le grand laïcard qu'il est, et c'est pas lui faire insulte, il le disait lui-même dans des discussions il y a quelques années, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est venu. Alors Noémie, elle dit, ouais, ça c'était votre coup de gueule. Oui, alors c'est vrai que ça fait quand même longtemps qu'il s'est converti, on va dire, aux religieux ou à la défense des religions, mais alors là on tombe quand même de notre chaise parce que Jean-Luc Mélenchon s'est longtemps défini comme un bouffeur de curé, anticlérical, laïcard, etc., marxiste, de gauche et compagnie. Et là, il publie donc ce billet sur son blog qui s'appelle « J'ai aimé ou bien j'ai pas aimé », billet de blog au sujet de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il se range là définitivement du côté des croyants. Je vais vous lire quelques phrases. C'est quoi son problème? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'a pas aimé dans la voilà, je vous lis la citation. Jean-Luc Mélenchon, dans son blog. « Je n'ai pas aimé la moquerie de la scène chrétienne, dernier repas du Christ et de ses disciples, fondatrice du culte dominical. Je n'entre pas bien sûr dans la critique du blasphème, cela ne concerne pas tout le monde, mais je demande à quoi bon risquer de blesser les croyants, même quand on en est anticlérical. » Là, c'est du double salto arrière de la part de Jean-Luc Mélenchon. Il s'est longtemps défini, encore une fois, comme un bouffeur de curé, pour justifier son soutien aux islamistes, c'est ça que vous disons qu'il s'est redoutez, converti depuis un certain temps à la défense des religieux. On sait qu'il s'était par exemple engagé il y a quelques années contre la loi sur le séparatisme. Mais là, si vous voulez, il continue sa longue défense des religieux. Et c'est vrai que c'est à l'encontre de tout ce qu'il a défendu pendant une partie de sa vie. Non, mais clairement, vous le soupçonnez de trouver un moyen en soutenant les catholiques de justifier son soutien à l'islamisme. Il se place du côté des religieux, voilà, de tous bords. Pour un laïcard, c'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe. Après, sur le fond de l'affaire, c'est un autre sujet. Mais le fait que Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, marxiste, bouffeur de curé, laïcard, etc., se positionne de cette façon-là, c'est surprenant. Et Alex Darmon? Moi, je crois qu'il croit pas à ce qu'il écrit, c'est tout. Il est dans une démarche politique, dans une stratégie politique pour 2027. Enfin, c'est quand même hallucinant de lire ça sur son blog. Effectivement, c'est un avis qui était attendu. Vous vous rendez compte quand même que l'avis de Jean-Luc Mélenchon est attendu sur savoir ce qu'il avait pensé de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et il nous mais Noémie le voit passer, elle le remarque. Je dis que c'était attendu. C'est-à-dire que les gens voulaient savoir ce que Jean-Luc Mélenchon. Donc déjà, rien que ça, pour moi, il avait gagné sur le fait que c'était attendu son avis, premièrement. Et deuxièmement, moi, ça m'étonne qu'à moitié, dès qu'il peut aller manger à quelque catholique que ce soit, il y va, Jean-Luc Mélenchon. Lamia Alragé, ce que nous dit Alex Darmon, c'est qu'au fond, on attend systématiquement aujourd'hui ce que va dire Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même une des figures de votre nouveau Front populaire, et il pèse à chaque fois, et il vous rend pas service, si vous... Je ne me sens liée en rien à Jean-Luc Mélenchon, voyez-vous. Je pense que vous êtes dans le nouveau Front populaire avec lui? Oui, vous savez, on en reparlera dans quelques temps. Il m'a semblé que le nouveau Front populaire, au moment où l'extrême droite était, plus qu'un pied dans la porte du pouvoir, était une façon, effectivement, de l'empêcher d'y accéder. Et face à l'extrême droite, personnellement, ma main tremblera jamais sur le fait sur le fait de les empêcher de prendre le pouvoir. Sur ce que dit Jean-Luc Mélenchon, écoutez, ça fait quand même un moment que ce monsieur a dérivé, il n'est plus à un paradoxe près. Moi, je trouve ça particulièrement choquant et à la fois totalement inintéressant en réalité. Moi, cette scène, elle m'a franchement pas choquée, sincèrement, elle m'a même plutôt fait marrer. Voir Philippe Catherine à moitié nu, sur la table avec cette tabouille presque. Non, enfin, apparemment, il y avait un tout petit bout de tissu quand même, d'après la créatrice du costume. Moi, ça m'a plutôt fait marrer. Je trouve que ça fait aussi partie de la culture française. Ça fait aussi partie de ce qu'est Paris. Et personnellement, ça ne me choque absolument pas. Ouais. Et maintenant, si juste tous les bons dieux-arts pouvaient nous foutre la paix, en fait, parce qu'en réalité, la vie des religions, moi, personnellement, je m'en fous complètement. Chacun a le droit d'exercer sa foi dans sa sphère privée. J'ai absolument pas de problème avec ça. Mais ici, on est dans une république laïque. Donc, pour le coup, bon... Jean-Luc Mélenchon, leur avis, on continue le tour des coups de gueule et des coups de cœur de nos 4 débatteurs. C'est Mettez-vous d'accord et c'est sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier.
Mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs ce matin. On a le plaisir de recevoir Lamia El Harraj, la maire adjointe à la ville de Paris au handicap d'Anne Hidalgo. Un Marseillais avec nous, et écologiste Jean-Luc Benamias, qui est avec la Drôme, et je viens de comprendre en écoutant le journal que je suis impacté parce que mon réseau c'est SFR dans la Drôme. Voilà. Marseillais mais en vacances dans la Drôme, en effet. Et voilà la raison du fait que je sois au téléphone et pas en direct avec vous directement. Exactement. D'habitude vous êtes avec nous en visio. Là non, ça marche pas, c'est coupé parce que il y a eu un sabotage. Merci de nous le préciser. On est en direct et on vit ça avec aussi Noémie Alioua, qui est journaliste, et Alex Darmon, journaliste et producteur de documentaires. Et alors vous vouliez, c'est votre tour de coup de cœur, à qui ? J'ai commencé tout à l'heure rapidement, l'équipe de France de rugby à 7. Moi, ça fait 25 ans que je joue au rugby à 15. Je joue encore. Ça va être ma dernière saison l'année prochaine. Ça va, vous êtes jeune encore. Vous allez pas nous c'est la gentil, faire. merci beaucoup. Oui. Non, mais j'ai découvert le rugby à 7 il y a 8 ans lors des Jeux Olympiques de Rio, parce que je m'étais déplacé. Et les Français avaient fait une compétition, pas mal, mais pas folle. Ils n'avaient pas gagné de médaille. Il y a 4 ans, ils n'étaient pas qualifiés à Tokyo. 3 ans, ils n'étaient pas qualifiés à Tokyo. Et samedi, ils ont tout simplement remporté la médaille d'or. Et tout était au rendez-vous. Ce qu'on disait tout à l'heure, d'abord, le fait qu'une enceinte comme le Stade de France accueille du rugby à 7. 80 000 personnes. Ouais, 80 000 personnes qui ne bougent pas. Et il y avait une ambiance incroyable dans le Stade de France. J'ai été voir des matchs de rugby à 15 au Stade de France. J'ai jamais vu ça, sincèrement. Pourtant, il y a eu de super ambiances. Oui, il y a eu des super ambiances. Mais là, c'était incroyable. Paris. On sentait que c'était les Jeux Olympiques, qui avaient une vraie ambiance autour de ces Jeux Olympiques. Il fallait que l'équipe de France gagne. Et puis même, c'est ce groupe de potes aussi. Vous le voyez sur le terrain, c'était un groupe de potes. Les 14 mecs qui étaient ensemble pour remporter les Jeux Olympiques et cette médaille d'or. Et enfin, Antoine Dupont. Qui est un joueur exceptionnel, et puis gentil, mais humble, un vrai champion, un vrai sportif, et qui a vraiment contribué à rapporter cette médaille d'or de rugby à 7 et de mettre l'équipe de rugby à 7 française sur le toit du monde. C'était exceptionnel. Voilà, franchement, j'ai passé une après-midi incroyable. Ce qu'on disait, ces Jeux Olympiques se passent bien pour le moment. On espère tous que ça va continuer, mais c'est aussi et avant tout parce que les sportifs français sont pour le moment au rendez-vous. Oui, alors certains. Oui, Jean-Luc. N'oublions pas que les féminines, elles sont déjà qualifiées d'ailleurs pour le second tour. Il y a des écarts extrêmement importants dans le rugby à 7, on le voit très vite. Et là, elles ont gagné leurs 2 premiers matchs de manière absolument formidable. Elles peuvent aussi ramener une médaille. D'ailleurs, elles avaient déjà ramené une médaille la dernière fois, une médaille d'argent. Elles étaient allées en finale. Donc, faut jamais oublier cela, parce que justement, ce qui est beau avec les Jeux Olympiques, c'est toute cette mixité absolument totale dans quasiment toutes les épreuves. Et ce que j'ai regardé, moi je regarde ça à la télé, là, c'est la même ambiance. Oui, mais Marseille et la Drôme où vous êtes, vous avez vu les fan zones ou pas? Ça réagit comment? Parce que il y a eu une petite critique pendant le week-end qui était mais il y a 2 France, il y a la France de Paris et des bobos, c'était la cérémonie sur l'esprit, et puis la réalité. En fait, tout ce qui nous remonte de partout, on a eu Thomas par exemple qui est gérant de bar à Perpignan, on l'avait vendredi, qui nous disait, mais avant même la cérémonie, qui nous disait mais c'est formidable déjà le rugby à 7, on le suit ici avec tout le monde devant les écrans. Vous ressentez ça aussi chez vous dans la Drôme? Moi, je ressens ça sur je suis dans un village, donc je peux pas ressentir grand chose, même s'il y a des centaines de personnes, mais je ressens moi des gens contents, des gens heureux, et je trouve ça vachement bien dans la période, moi, c'est génial. Lamia voulait réagir sur Léon Marchand. Oui, moi je suis d'accord avec cette ambiance qui est incroyable. Enfin, je veux dire, partout, les gens me disent mais c'est un karaoké à ciel ouvert dans tous les stades, dans toutes les zones de festivité. Il y a des petits villages qui ont mis les écrans et on l'a fait aussi. Complètement. Et je veux dire, et hier, Léon Marchand, c'était incroyable. Le mec, il était tout seul dans la piscine. Il nageait il volait dans l'eau, pardon, c'est ça que je veux dire. Cette modélisation du New York Times qui est faite pour montrer. Magnifique. C'est un truc de fou. Ils ont fait le New York Times. Ils ont fait une modélisation graphique, en gros, où ils vous montrent la course de Léon Marchand par rapport aux autres. Et on voit qu'en fait, il est très loin devant tout le temps. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Et puis les images du Grand Palais avec l'escrime, c'est tellement sublime. Le beach volley avec la Tour Eiffel derrière. Voilà, c'est beau, quoi. Jean-Luc, vous disiez quoi? Il n'y a pas de surprise, vous voulez dire quoi? J'avais, dans une autre émission sur Sud Radio, la même, mais il y a quelques mois, j'avais dit que le héros de ces Jeux,
en France, mais pas qu'en France, serait Léon Marchand. Il suffisait de regarder ses résultats aux États-Unis, et il joue dans un club universitaire, enfin, il est là-bas, il est entraîné par l'ancien entraîneur de Mathieu Baumann, enfin pas Mathieu Baumann, en tous les cas son nom, c'est son famille de l'entraîneur, qui était l'entraîneur de Michael Phelps. Enfin voilà, tout était fait pour... Et alors, le génial, c'est qu'il réussit. Et il n'a pas fini, parce qu'il a encore 4 épreuves. Et alors, j'adore son préparateur mental qui nous dit « Ah bah, de toute façon, c'est bien simple, pour gagner, il faut qu'il soit heureux, le champion. » Voilà, donc c'est ça. Moi, je peux être coach et préparateur mental. Non, mais c'est formidable. En même temps, je rigole, mais c'est formidable. C'est hyper important. Ça se voit qu'il est heureux, ça se voit qu'il est heureux, ce garçon, parce qu'en plus, le matin, quand vous voyez ses qualifications en série, il se maîtrise. C'est-à-dire qu'il va pas trop vite, parce qu'il sait qu'il faut qu'il en garde un peu pour le soir. Et en fait, il maîtrise sa compétition sportive du début à la fin. Je pense qu'on va avoir une pluie de médailles grâce à ce jeune homme. Vraiment. Lamia. Et puis il a battu le record olympique par ailleurs. Enfin, c'est incroyable. En fait, j'ai pas d'autres mots. C'est incroyable. Oui, alors. Je m'intéresse un petit peu à ces cérémonies sportives, à ces prix, mais ce que je trouve vraiment bien... On est nombreux, en ce moment. C'est quand même... Non, mais si vous voulez, enfin, un peu de fierté aussi. Un peu de fierté. On a une tendance en France à du French bashing, on a tendance à l'autocritique, on a tendance à beaucoup, si vous voulez, se flageller. Et là, pendant quelques temps, il va y avoir une parenthèse enchantée dans laquelle on a commencé à être... dans laquelle on est fiers d'être français, dans laquelle on se réunit sur des valeurs de sport, quelles que soient nos différences, d'efficacité, sous notre drapeau. Il y a quelque chose de très beau et qui fait du bien en fait dans cette période. Surtout quand c'est salué par les autres, c'est-à-dire que on voit bien à propos de la cérémonie d'ouverture les sondages qui arrivent, et puis les commentaires de la presse dans le monde entier qui globalement, enfin vraiment largement, il y a une petite critique dans le New York Times sur le côté arrogant des Français qui disent à peu près toujours la même histoire. Mais enfin, regardez toutes les unes internationales sur la cérémonie d'ouverture, toutes les unes par ailleurs de la presse régionale aussi, et c'est unanime. Mais là, c'est chez nous, mais c'est les autres qui... la cérémonie d'ouverture historique. Il y aura un avant et un après Paris 2024. Et je crois qu'on peut le dire. J'ai tellement kiffé. Franchement, je vous le dis à 3... Non mais kiffé, c'est... Non mais vraiment. Non mais ne boudons pas notre plaisir. 3 jours après. Ça, moi, je l'ai vu en replay. Moi aussi, j'ai encore envie de la revoir en replay. Moi aussi, je me suis dit ce matin que j'allais la revoir. Je l'ai vue comme une petite fille. Voilà, j'étais très émue et je pense que vraiment beaucoup de gens l'ont vu de cette façon-là. C'est pour ça que c'est un peu triste aussi de voir qu'il y ait autant de violence, autant je veux dire, violence, voilà, des critiques. Les critiques. Il y a des critiques qui sont extrêmement virulentes. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais sur des micro-détails. Parce qu'en fait, si vous voulez, je pense qu'il faut regarder cette cérémonie comme un tout. Alors, on peut s'arrêter sur les moindres détails et discuter. Vous avez parlé de Louise Michel, on peut parler de la scène. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il peut y avoir des oppositions. Mais globalement, dans sa globalité, elle nous a rendus heureux. En tout cas, moi, personnellement, et la majorité des Français, puisque les sondages montrent que plus de 90% des Français ont trouvé cette cérémonie d'ouverture réussie. Dans sa globalité, c'était une merveille. Après, on peut s'arrêter, encore une fois, sur certains éléments qui nous paraissent excessifs, pas forcément nécessaires, etc., etc. Et dans ce cas-là, on peut discuter. Et les critiques portent sur quoi? Parce que c'est vrai que l'élément qui ressort, c'est la fierté. Que c'est le bon terme, vous avez le bon adjectif. On est fiers oui, et on est fiers, et vous l'avez dit aussi, on est fiers aussi, exactement, que ce soit reconnu dans le monde entier, qu'il y ait des personnalités du monde entier qui étaient même présents, qui se sont déplacés à Paris. Vous savez, au début, on avait annoncé 15 millions de touristes, et moi, quelques jours avant, je me disais, mais où sont-ils? Parce que lorsque vous vous baladez dans les rues de Paris, les rues étaient désertes. Maintenant, on les voit depuis la cérémonie d'ouverture. 15 millions, mais lorsque vous allez... C'est 15 millions condensés sur l'ensemble des Jeux, je tiens quand même. Sur l'ensemble des Jeux, mais à Paris, jusqu'à la cérémonie d'ouverture, il n'y avait pas un chat dans les rues de Paris. Moi, je me disais, où sont-ils? Depuis la cérémonie d'ouverture, hier j'étais vers l'hôtel de ville, et vous voyez qu'il y a du monde, il y a des gens du monde entier qui sont là, qui sont très heureux, qui regardent Paris comme un musée à ciel ouvert, et ils essaient d'ailleurs de rejouer tout le long de la scène. Vous pouvez rejouer vous-même sur les bâtiments les événements qui ont eu lieu pendant la cérémonie d'ouverture. Lamia El Raj. On a beaucoup entendu cette critique de pourquoi vouloir faire ces Jeux à Paris et pourquoi vouloir faire venir en tout 15 millions de visiteurs attendus. Je crois qu'il ne faut pas oublier que Paris est une ville extrêmement visitée, c'est vrai, mais c'est aussi un patrimoine qui s'entretient.
le fait de garder cette attractivité très forte vis-à-vis de notre capitale. Et puis le faire découvrir aux nouvelles générations. Bien sûr, mais au-delà de ça, là, vous avez des images de Paris partout dans le monde. Ça veut dire que l'impact économique aussi, à terme, il sera extrêmement important en termes de nombre de visiteurs qui ont vu ces images de Paris, qui vont vouloir venir visiter, venir consommer, venir voir ce qu'est Paris. Et même de la France, parce que l'accueil de la flamme à Marseille, ça a été un moment qui restera en image aussi très fort. Bien sûr, mais par ailleurs, regardez tout le relais de la flamme avec toutes ces images absolument magnifiques qui ont été montrées de partout dans notre pays. Et ça, c'est une vraie fierté, je pense, pour tous. Et vous savez, moi, j'apprécie ce que vous avez dit sur rassembler aussi sous le même drapeau. Pendant longtemps, on a aussi laissé à d'autres cet apanage du sentiment d'appartenance à une nation unique, à cette histoire qui est celle de la France et à ce drapeau qu'on a beaucoup laissé à l'extrême droite en réalité. Et aujourd'hui, moi je tiens à le dire, je suis extrêmement fière d'être française, extrêmement fière de ce qu'on est en train de montrer au monde ensemble. Et ça, je pense que c'est aussi important de redonner ce sentiment-là d'appartenance à une même République-nation. Alex Darmon. On parle de cette cérémonie, on a oublié un moment qui était incroyable, c'était cette Marseillaise aussi, sur le toit du Grand Palais. Magnifique. Non mais c'était sublime en vérité. Et c'était sublime, vraiment. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit depuis tout à l'heure, et on est dithyrambique, on est désolé, parce que on pourrait dire effectivement, revenir sur certains moments, on pourrait le faire, mais quel intérêt quand vous voyez On l'a tous pleuré, ou au moins une larme. Ah non, mais c'était magnifique. À chanter la Marseillaise. Je vous promets, c'était magnifique. Il y avait la pluie, on avait tout oublié, en fait, en vérité. Ouais. Donc bravo. Alors on va voir que tout le monde n'est pas d'accord, mais des gens peut-être inattendus, et on viendra avec un coup de cœur à cette critique, mais aussi à ce que ça a produit, c'est-à-dire, disons le mot, des sabotages. On y revient dans un instant contre la SNCF. Mettez-vous d'accord, c'est tout de suite avec nos débatteurs. Après la pub, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Avec Jean-Luc Benamias, Lamia El Aragé, Noémie Alioua et Alex Darmon, tous les quatre, nos quatre débatteurs ce matin dans Mettez-vous d'accord. Je pense qu'ils vont se mettre d'accord au moins sur mon coup de cœur. J'ai une suggestion à vous faire. Moi, je voulais revenir ce matin, je suis pas le premier à l'avoir fait, mais je voulais revenir ce matin sur le travail réalisé par les équipes techniques, les cheminots chargés de la transmission des câbles électriques et de l'information par les fibres optiques de la SNCF sur les lignes à grande vitesse. Ils ont tenu leurs promesses, ils ont tout rétabli, on est à 3, peut-être presque 4 trains sur 4 aujourd'hui, grande vitesse, qui roulent à nouveau, avec parfois des délais d'une demi-heure de retard, c'est vrai, mais ils arrivent à peu près à tenir et ils ont rétabli. Alors vous me direz, ceux qui partaient en vacances vendredi, ou pour le week-end du chassé-croisé juillettiste à autiste, évidemment ils sont déçus, mais Jean-Pierre Farandou et toutes les équipes, parce que c'est les techniciens, les ouvriers sur le terrain qui ont fait le boulot. Moi je voulais rendre ce matin hommage aux cheminots, à toutes ces équipes de cheminots, et leur adresser un grand coup de cœur. Noémie Alioua. Oui, ils ont travaillé toute la nuit de vendredi. D'ailleurs, sans doute que certains auraient voulu assister en direct à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ils n'ont pas pu parce qu'ils étaient sous la pluie, à essayer de rafistoler des câbles qui avaient été sabotés. Et évidemment qu'aujourd'hui, il faut leur rendre hommage. Ça a été terrible, ce sabotage. Il y a 800 000 personnes qui ont été impactées d'une façon ou d'une autre par tout ça. Il y a eu des drames, vous vous souvenez, il y a eu des témoignages de gens qui n'ont pas pu assister aux derniers instants de leurs proches parce qu'ils n'ont pas pu avoir leur train. Alors certains autres ont été moins impactés, certains n'ont pas pu assister à la cérémonie d'ouverture. Si vous voulez, il y a eu des drames qui se sont joués à cause de tout cela. Et il faudra demain, lorsqu'on aura retrouvé les coupables, qu'ils payent. Alors à propos de coupables, je ne sais pas, mais en tout cas, les informations de la nuit... Allez-y. Juste saluer les ouvriers, les salariés de la SNCF et salarier le monde syndical de la SNCF. Regardez le communiqué des 4 principaux syndicats juste après ces actes gravissimes. Ils déclarent qu'ils mettront tout en œuvre. Et les syndicats à la SNCF, chacun sait que ça existe et que ça est porteur. Et ils mettront tout en œuvre de quoi ? Dites-nous, pour de remettre en état l'ensemble du travail qu'ils vont faire pendant non pas une seule soirée, mais ça fait 3 jours. Oui. Voilà. Alors moi je voulais juste évoquer les dernières informations qui nous sont parvenues ce matin très tôt et juste au moment du début de l'émission. Un militant d'extrême gauche de la mouvance d'ultra gauche a été interpellé hier. On l'a appris là juste avant de démarrer l'émission sur un site SNCF en Seine-Maritime à Ouessel, alors qu'il avait des clés d'accès à des locaux techniques de la SNCF et des
pince coupante. Bon, voilà, il a été arrêté, ça c'est la source policière. Et puis par ailleurs, vous en êtes la victime directe dans la Drôme, Jean-Luc. Eh bien, des attaques contre Free, contre SFR, contre les grands opérateurs télécoms, Orange aussi, avec des fibres optiques, des réseaux de fibres optiques et des réseaux d'antennes qui ont été aussi saccagés dans le sud-est, chez vous, donc Montpellier, la Drôme, Marseille, touché. Et c'est ce qui fait que vous n'êtes pas en visio, mais au téléphone, en effet, ce matin, avec les fibres optiques qui ont été impactées. Et alors, imaginez-vous que le courriel, le mail qui a été publié ce week-end, alors évidemment on n'a pas de signature et entre revendications et soutien, il y a des analyses différentes au sein même du ministère de l'Intérieur et pour l'instant le ministre est assez prudent, mais la revendication de ce mail disant on soutient cette opération de sabotage contre la SNCF, c'est quand même énorme et on comprend pas le lien. Ce sont les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'ils disent des Jeux Olympiques dans ce mail que c'est une fête. Pose-t-il la question? Pas du tout. C'est une célébration nationaliste, gigantesque mise en scène d'assujettissement des populations par les États. C'est l'occasion d'une expérimentation de la gestion policière moderne. Voilà ce qu'il y avait dans ce courriel de revendication des sabotages. Mais vous savez, c'est pas très surprenant, hein. Il y a une idéologie d'extrême gauche qui est très active et qui mène depuis longtemps des actions pour essayer de déstabiliser le système en place. Et d'ailleurs, c'est très argumenté. Il y a des intellectuels qui ont travaillé là-dessus. Souvenez-vous du livre d'Andreas Malm, Comment saboter une pipeline. C'est un essai qui appelle à l'insurrection contre le pouvoir en place au nom de l'écologie. Et ce sont, si vous voulez, des éléments qui sont très mis en avant par certaines personnalités d'extrême gauche, qui ne s'en cachent pas. Il y a régulièrement des actions qui sont mises en place au nom de la fameuse désobéissance civile, parce qu'on trouve une forme de légitimité, en fait, au fait, si vous voulez, de saboter quelque chose de commun. Et alors, vous, puisque vous citez les éco-violents ou les éco-terroristes, eh bien, écoutez ce que nous disait ce matin le ministre de l'Intérieur, c'était sur France 2, Gérald Darmanin, à propos des 45 militants du groupe Extension Rébellion, on a évoqué aussi les soulèvements de la Terre, mais Extension Rébellion, qui ont été arrêtés pendant le week-end. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Pour le coup, les services de renseignement ont été très efficaces, puisqu'il y a eu en effet une petite cinquantaine d'interpellations de personnes qui, manifestement avec d'autres, on évalue ça à 150, voulaient faire des actions soit de sabotage, soit de contestation radicale à Paris pendant les premières épreuves des Jeux Olympiques. Nous avons su à la fois déjouer cela et les interpeller. Voilà, c'est ce que vous disiez, Noémie Alioua. Jean-Luc Benhamia, si vous vouliez réagir, parce que vous avez tiqué quand elle a fait le lien avec les origines idéologiques de l'écologie politique radicale. Par exemple, oui, je rappelle juste qu'il existe évidemment des gens qu'on appelle, d'ailleurs non pas extrême gauche, mais qu'on appelle ultra gauche. Oui, ça existe, malheureusement, mais c'est ainsi. Et puis qui sont violents et qui cassent. Quand je vois Gérald Darmanin, là, s'attaquer à un mouvement qui s'appelle Extinction Rébellion. Il s'attaque pas, il y a eu 45 arrestations. Oui, mais je ne sais pas. Derrière les arrestations, Thierry, reste à voir ce qui se passera. Reste à voir si, à l'origine de ces arrestations, il y a vraiment quelque chose derrière. Il projetait des actions. Il projetait des actions. Mais est-ce qu'il y a les preuves de tout cela? Il y a les preuves d'une chose, c'est que ces actions ont eu lieu. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Vous pensez que le ministère de l'Intérieur a arrêté 45 personnes simplement parce qu'il voulait les arrêter, sans qu'il y ait de lien avec une enquête en cours sur du sabotage qui est avéré et qui a touché 800 000 personnes qui n'ont pas pu prendre leur train ou qui ont été impactées? Vous pensez qu'ils ont été arrêtés pour aucune raison? Je pense que j'attends de voir, je demande des preuves par rapport à cela, savoir si les gens qui ont été arrêtés étaient forcément en liaison avec ce qui vient de se passer. Et je n'en suis sûr, absolument pas sûr. Vous savez, Jean-Luc, qu'il y a quelques jours, la semaine dernière, en Grande-Bretagne, sur la base de preuves précisément des services... je sais ça. Le créateur d'Extension Rébellion a écopé de 50 prisons fermes et il est en tôle. Vous faites preuve d'une grande naïveté, si je puis dire. Non, je suis... Si je peux me permettre, vous faites preuve d'une grande naïveté. Si vous pensez qu'il ne peut pas y avoir dans notre pays des écologistes radicaux qui mènent des actions contre le bien commun, vous êtes un petit peu à côté de la plaque. Et puis surtout, Jean-Luc, ces gens ont été arrêtés en possession d'un camion
Dans ce camion, il y avait du matériel, il y avait des choses. Non, ça, on parle de celui de ce matin, de celui qui a été arrêté. Les 45 d'Extinction Rébellion. C'était samedi, les 45 d'Extinction. Excusez-moi, c'était samedi. Le 45 d'Extinction Rébellion, c'était samedi. Il y a un camion. Il y avait un camion, et dans l'intérieur du camion qui a été saisi, vous aviez du matériel pour faire un état de siège et tout. Moi, je veux bien qu'on dise, il faut prouver que, mais c'est le moment le plus important du pays depuis 10 ans. On n'a pas le temps de prouver que s'il y a le moindre. Non mais Jean-Luc, s'il y a le moindre doute, s'il y a une possibilité que justement, je pense qu'il vaut mieux prendre des précautions et faire en sorte de pouvoir interrompre ce moindre doute. Le contraire, mais j'attends de voir. De toute façon, il va y avoir une enquête. Attendez, laissez pas Jean-Luc. Je laisse pas Jean-Luc Benamès. Que ces enquêtes aboutissent. Bon, mais Jean-Luc, moi j'ai une question à vous poser, à Lamia Larage et à vous. Est-ce qu'il ne faut pas que la gauche social-démocrate et deux gouvernements se séparent une fois pour toutes, ou dites une fois pour toutes clairement que tous ces extrémistes qui essayent de semer le chaos, c'est pas votre tasse de thé et vous ne pouvez pas les soutenir, parce que là vous avez l'air de les soutenir. Non, je soutiens personne, moi, par rapport à cela. Je demande à voir la réalité des choses par rapport aux arrestations quand elles ont lieu. Je demande à voir la réalité des choses quand on touche aussi par rapport à cela. C'est pas pour rien que vous posiez les mêmes questions au moment de la manif de La Rochelle. Pardon ? Vous posiez, pardon, je vous ai coupé, mais vous posiez la même question juste au moment des arrestations qui ont précédé les manifs de La Rochelle. On a vu les dégâts, on a vu les résultats. Les manifs de La Rochelle, les manifs de samedi dernier. Ben oui, contre les bassines, en disant on nous laisse pas manifester. Ah bah, vous avez vu la supérette U qui a été détruite, les rues qui ont été détruites. Ah mais c'est rien, bien sûr. Je déplore les attaques de supérette U. Eh ben on est d'accord. Lamia Larage. En fait, moi, je me sens pas trop concernée en réalité par une quelconque filiation. Moi, je suis socialiste, je suis social-démocrate. Et pour le coup, je comprends évidemment la contestation, et par ailleurs, elle est tout à fait naturelle. On est dans un pays de droit et dans une démocratie. Donc le principe de base, c'est qu'on a le droit de débattre, on a le droit de discuter. C'est pas ça qui est en cause. En revanche, tout ce qui porte atteinte au commun, moi, me pose un vrai problème en termes de méthode. Bien sûr que je peux comprendre la radicalité, mais je crois que la radicalité, c'est d'abord des actes que nous pouvons poser en tant que politique et en tant que responsable. Par exemple ? Je vais donner un exemple très concret. Quand on décide de dire on va investir 1,6 milliard d'euros pour rendre la Seine baignable, je pense que c'est extrêmement radical en termes de proposition. Quand on décide de fermer les quais de Seine pour en faire une zone piétonne, c'est extrêmement radical. Mais pour autant, dans les actes, il y a eu derrière une bataille judiciaire devant les tribunaux, il faut quand même le rappeler, qui s'est soldée par le fait que l'État nous a donné raison. Bon, mais ça n'a pas détruit quoi que ce soit. Physique. Là, cette violence-là, et moi je le dis, pas les commerces, je le dis en tant aussi que, enfin voilà, moi j'ai ma jeune sœur qui était censée venir passer le week-end avec mon neveu, qui a pas pu prendre le train et venir. Et je trouve que bon, au final, on embête qui en réalité ? On embête des gens extrêmement modestes, on embête des gens qui voulaient partir en vacances, venir aux cérémonies d'ouverture, etc. Bon, et au-delà de ça, moi je tiens quand même à le dire, je tiens à saluer le travail qui a été fait par la SNCF. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Parce que c'est absolument incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, et vraiment sincèrement je les en remercie, parce que ce niveau de sabotage là, au-delà de ce qu'il empêche, ce qu'il raconte en réalité, moi, m'inquiète énormément. Parce que ça veut dire que par rapport à ce que vous évoquez sur les 45 personnes qui ont été interpellées, moi je crois en l'état de droit, donc j'attends effectivement de voir ce qu'il en est. Je ne suis pas juge personnellement, et j'estime quand même que je fais confiance aux institutions. S'ils ont été arrêtés a priori, c'est que l'état de droit permet leur arrestation, et donc on verra ce qu'il en est concrètement. En revanche, ce que ça raconte sur l'état d'esprit de certains qui veulent clairement nuire au commun, détruire ce que nous avons en commun, détruire au final la République en réalité et l'état de droit, bah moi ça m'inquiète beaucoup plus que l'arrestation. Ma seule question, c'était, vous avez parmi vous des écologistes qui soutiennent parfois la radicalité. Ah bah Sandrine Rousseau par exemple, à plusieurs. Moi je sais pas ce que pense exactement. Je sais pas ce que pense exactement Sandrine Rousseau. Je pense simplement que on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de contester, on a le droit de manifester, mais je crois que ça doit se faire dans le respect des règles qui nous sont communes. Sinon il n'y a plus de règles, et quand il n'y a plus de règles, on bascule dans une forme d'anarchie qui, moi, me pose problème. Alex Darmon. Juste pour rebondir sur la question de Thierry, c'est vrai que, est-ce qu'à un moment donné, Lamia, vous n'avez pas devoir vous séparer, faire cette scission, ces deux gauches irréconciliables, l'acter entre, dans le nouveau Front Populaire, la France Insoumise, et de l'autre côté, l'autre bloc. Et je dis l'autre bloc, je crois que c'était l'une de vos collègues, celle qui a été nommée, celle que le nouveau Front Populaire veut nommer, Lucie Castet, je crois que c'était l'une de vos collègues.
à la mairie de Paris, il me semble. Ma collègue, moi je suis élue de la ville de Paris, elle est d'ailleurs toujours directrice des affaires financières. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre le fait que cette gauche ne se marque pas plus de différence entre les gens de la France Insoumise qui appellent à faire des manifestations, qui appellent à saccager et à saboter. Un député Thomas Portes le disait la semaine dernière, et l'autre gauche qui est un peu plus convenable quand même. Et on se dit, est-ce qu'un jour ça va arriver, cette séparation concrète entre ces deux gauches-là? Alors attendez, Lamia, Jean-Luc, je vous assure, je vous promets, je vous jure que dans quelques instants, après la pub, parce que c'est comme ça, il faut bien qu'on fonctionne ici à Sud Radio, eh bien je vous redonne la parole pour réagir à la question que vient de poser Alex Darmon. C'est mettez-vous d'accord, c'est sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Avec Noémie Alioua, Lamia El Harraj, Jean-Luc Benamias et Alex Darmon. Alors reformulez votre question dans Mettez-vous d'accord. Vous posiez une question à la gauche, représentée ici par Lamia et Jean-Luc Benamias. Alex Darmon. Non, je disais simplement, je venais à votre soutien, Thierry, pour dire, à un moment donné, est-ce que cette gauche, ces deux gauches irréconciliables que Manuel Valls a théorisé depuis maintenant 10 ans, presque 10 ans, entre la France Insoumise, représentée par Jean-Luc Mélenchon, et l'autre bloc de gauche, c'est-à-dire les écologistes, le Parti socialiste et le Parti communiste. Est-ce qu'à un moment donné, il va pas falloir l'acter complètement et définitivement, parce que déjà il y a 2 ans, on nous avait fait le coup avec la NUPES, aujourd'hui on nous refait le coup avec le nouveau Front Populaire, et finalement on se rend compte qu'il y a 2 façons de penser qui sont complètement différentes. Une façon de penser qui est citoyenne de la part de votre bloc, Lamia, voilà, et une façon de penser qui est un peu plus radicale, mais même limite violente. Encore une fois, je le répète, ce député Thomas Portes la semaine dernière, ses propos, député de la France Insoumise, où il dit il faut assumer qu'on veuille bloquer et saboter. Voilà. Ouais. Il le dit, ce sont ses mots. Est-ce que finalement, ces deux gauches ne sont pas irréconciliables et il ne faut pas acter la séparation? Jean-Luc, vous contestiez l'idée que certains exprimés par Alex Darmon. Je ne conteste pas l'idée que certains, je conteste l'idée que la France Insoumise appellerait à des violences. C'est Thomas Portes, il est député. Je vous enverrai la vidéo, Jean-Luc. Mais il vient de vous le citer, Thomas Portes. Il est député LFI. Je peux vous en citer d'autres, des exemples de ce type. Il était élu de Noisy-le-Grand et pas tous à la fois. Jean-Luc Benamias, allez-y Jean-Luc, vous êtes au téléphone. Je n'en pense pas moins par rapport à ce genre de déclaration. Il existe des gens extrémistes un peu partout. Et dire qu'il y a deux gauches irréconciliables, ça veut dire que dans ce cadre-là, la France, notre pays, notre République ne pourrait plus être gérée à gauche, puisque dans ces cas-là, il n'y aurait pas de majorité possible. L'idée du nouveau Front Populaire, c'est compliqué, c'est complexe. La désorganisation, la décomposition politique de la gauche, de la droite et du centre est totale dans ce pays. Donc comment on recompose? Moi, je pense qu'on est obligé de recomposer une formation de gauche globale qui qui unifiera des gens sociodémocrates et des gens plus radicaux. Mais dire que PS, PC, Verts sont totalement différents d'un certain nombre de gens qui votent pour la France Insoumise, je pense que c'est un résumé hâtif. Lamia El Harraj, donc qu'est-ce que nous dit Jean-Luc Benamias? Si la gauche veut gouverner, elle est obligée de faire avec ses radicaux, et tant pis. Voilà, faut faire avec, quoi. Avec ceux qui cassent, avec ceux qui appellent à des blocages partout. C'est aussi votre sentiment? Moi, je partage pas ce point de vue. Jean-Luc Benamias exprime le sien, je le respecte. Pour ma part, j'essaie de vous faire réagir là. Pour ma part, j'ai dénoncé à plusieurs reprises les propos comme ceux de Thomas Portes quand, par exemple, il a mis une cible dans le dos des athlètes israéliens qui viennent à Paris dans le cadre des Jeux. Quand il jouait avec un ballon de foot qui représentait la tête d'Olivier Dussopt, je me sens absolument aucun point commun avec ce monsieur. Maintenant, pour autant, je suis de gauche, profondément de gauche. La théorie des gauches irréconciliables, je n'y crois pas. Je crois plutôt qu'il y a un socle commun qu'il faut définir de façon précise. Il y a un travail qui a commencé sur un programme commun. Ce programme commun, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière et comment est-ce que derrière on exerce le pouvoir et avec qui on l'exerce. Donc, j'ai pas de réponse magique aujourd'hui. Je pense que si on en avait une, peut-être qu'on aurait gagné les dernières élections. Ce que je constate, c'est que et en 2022 et aujourd'hui en 2024, cette alliance, qu'elle a été constituée, ne nous permet pas de gagner. Donc maintenant, il faut travailler à ce que une alliance de gauche nous permette de gagner demain. Moi, ça, j'y crois profondément. Alors merci, parce que vous venez de m'amener, vous venez de m'ouvrir la voie pour amener au sujet que vous proposez de traiter. C'est finalement quel avenir pour Lucie Castès, cette candidate à maître
Matignon présenté par le Nouveau Front Populaire qui dit à peu près dans ces termes ce week-end elle était ce week-end à Lille en visite comme si elle était déjà Premier ministre. En tout cas, c'est pour mettre la pression sur le président, évidemment, pour qu'il la désigne. En tout cas, Lucie Castet disait ce week-end, il faudra bien faire des compromis avec tous les autres groupes, sauf le Rassemblement national au sein de l'Assemblée. C'est-à-dire y compris peut-être avec LR, y compris peut-être avec... C'est nouveau ça, c'est ce que vous êtes en train de dire aussi ? Mais en fait, si vous voulez, je crois qu'une des grandes erreurs d'Emmanuel Macron, en tant que président de la République, ayant convoqué cette dissolution qui n'était pas obligatoire au lendemain des européennes, parce qu'il a perdu en vrai les européennes et qu'il s'est comporté en gamin pour y gâter. Bref. La réalité, c'est que ça aurait pu être l'occasion de dire au lendemain des législatives, on a une culture politique à faire évoluer. Ça se fait dans tous les pays européens, de constituer une coalition. Et une coalition, elle se fait pas sur un mode incantatoire. Il arrête pas c'est pas de dire, oui, enfin, en même temps, il ne fait absolument rien pour permettre à cette coalition de se constituer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu poses comme condition préalable, c'est que mon programme et je suis pas prêt à discuter. C'est sans machin, sans truc, ça, c'est sans ce que bidule. dit la gauche, ça. C'est ce que dit la gauche, mais c'est ce que disent aussi un certain nombre de macronistes. À partir de là, on a un problème. Le vrai sujet, c'est de dire quels sont dans chaque groupe politique, et moi je mets de côté évidemment l'extrême droite, quelles sont dans chaque groupe politique les conditions préalables à une discussion commune, et puis ensuite on se met autour de la table et on voit ce qu'il est possible ou pas de faire ensemble. Et c'est à ce prix-là qu'on peut faire avancer le pays. Mais je crois vraiment qu'il va y avoir un avant, là aussi, un après cette dissolution. Il faut qu'on fasse évoluer notre culture politique. Parce que le président monarque Macron, je crois qu'on peut tous se le dire, moi personnellement, je n'en peux plus, je peux plus voir sa tête. Je crois que... Vous êtes formidable parce que vous votez formidablement en touche. Je vous ai proposé de parler de Lucie Castet et vous me répondez Emmanuel Macron. Et donc pour revenir à Lucie Castet, Lucie Castet est une femme brillante. Elle a travaillé à la ville de Paris auprès de la maire de Paris et actuellement elle est directrice des affaires financières. C'est une jeune femme intellectuellement extrêmement brillante. Maintenant, est-ce qu'on peut être candidat pour être Premier ministre et est-ce que ça peut se faire sur la base d'un programme rigide, on va dire ? Son discours a évolué. C'était tout le programme je salue le fait qu'elle le dise et qu'elle dise qu'effectivement il va falloir faire des compromis. C'est à ce titre-là qu'on peut avancer. Alors coalition, on l'appelait de nos voeux depuis quelques jours ici dans Mettez-vous d'accord, Noémie ou vous-même, vous la voyez venir cette coalition, alors elle est en train d'évoluer puisque la candidate à Matignon de la gauche nous dit compromis. La candidate à Matignon de la gauche, Lucie Castet, est infusible dans le cadre d'un jeu de dupes. Tout le monde sait que même s'il y a demain un gouvernement du Nouveau Front Populaire, il sera immédiatement il va immédiatement tomber parce qu'il y aura une motion de censure. Ça, c'est assez clair là-dessus. Pour revenir sur cette coalition du Nouveau Front Populaire qu'on a appelé l'alliance de la carpe et du lapin. Parce vous l'avez appelé comme ça. Je l'ai appelé, d'autres analystes l'ont aussi appelé comme ça, parce qu'il y a des différences fondamentales. Mais je vais vous passer la parole. Je ne parle pas pour vous faire plaisir, navré, Jean-Luc. Il y a des différences fondamentales au sein de ce groupe. Sur des questions comme le nucléaire, sur des questions comme Israël, c'est une alliance, si vous voulez, de circonstances ils sont pas du tout d'accord. Garder des postes pour éventuellement former un gouvernement qui de toute façon ne va pas tenir sur le long terme. Il y a des fractures très importantes. C'est une alliance de circonstances pour des postes et il me semble que certains ont renoncé à leurs valeurs pour pouvoir rejoindre cette coalition qui de toute façon ne tiendra pas sur le long terme. Jean-Luc, vous êtes d'accord ne serait-ce que sur les 3 sujets qu'on vient de traiter, le nucléaire, Israël et puis aussi par exemple les salaires. Vous êtes pas d'accord là-dessus. Clairement, il y a des oppositions. Je crois que sur les salaires, il y a un très large accord. Le nucléaire, par exemple, l'énergie. Existe-t-il une autre coalition issue de la campagne législative pouvant exister et n'étant pas sous la coupe potentielle d'une non-reconnaissance très vite au niveau de l'Assemblée nationale? Il n'en existe pas d'autre. Alors, réponse d'Alex Darman. Si, celle du centre mou. On ne sait pas. Malheureusement, pour vous, mais avec qui, Alex? Entre LR et les macronistes, il y a même des bruits. Ça fait 240 personnes. Non, mais attendez, ils seront plus nombreux. Ça ne sera pas 140 personnes, ça sera 160 députés d'Ensemble Horizon, plus 60 au moins de LR, ça vous fait 220. C'est que 220. Ouais, il y aura sans doute quelques socialistes, sociodémocrates qui pourront se détacher du Nouveau Front Populaire. Enfin, ça, c'est la stratégie macroniste. Mais en tout cas, il y a une possibilité d'alliance, il y a une possibilité de coalition d'un centre mou. 240, ça fait plus que 190. Vous n'aurez pas de majorité absolue. Jean-Luc a raison, quoi qu'il arrive, le pays, entre guillemets, est bloqué. Mais franchement, Jean-Luc, au lieu d'avoir ce discours, ayez, je dis pas vous, mais en général, la gauche, ayez du courage, quoi. Actez vos différences. Je veux dire, en Angleterre, ils l'ont fait.
En Angleterre, là où c'était ultra ils ont viré compliqué, les gauchistes, ils ont été réélus. Mais bien plus dur que chez nous. La situation était bien plus compliquée. Ils l'ont fait. Ils ont fait le ménage dans leur propre camp. Ils ont viré leur Mélenchon, Corbyn. Et ils ont gagné. Le système anglais n'a rien à voir avec le système français. Si vous voulez, mais en tout cas, ça c'est vous qui le dites. Et en tout cas, ils ont fait leur ménage et ils ont réussi à gagner et aujourd'hui à pouvoir diriger. Quant à dire que il y a pas d'autre majorité aujourd'hui que le nouveau Front populaire, excusez-moi, mais ça y est, on a payé. On sait que la politique c'est un métier. Ça fait 7 ans qu'on paye. On nous amène une candidate première ministre qui n'a jamais été élue, qui, alors, sans doute a toutes les qualités du monde pour gérer. Non, mais c'est vrai, pour gérer certains domaines. Les finances d'une ville endettée. Non, mais ça c'est un mauvais procès. C'est arrivé il y a un an. Arrêtez de dire des parce qu'elle n'est pas endettée, la ville. Mais non, mais c'est pas le sujet. C'est quel niveau d'endettement. Non, mais pardon, excusez-moi. Et l'État, il n'est pas endetté peut-être. Et toutes les collectivités locales ne sont pas endettées. Donc c'est normal. Écoutez, aujourd'hui, comment est-ce qu'on finance? C'est pas question de la tradition ou pas. Alors je veux bien, encore une fois, pardon, mais je veux que ça s'arrête. En fait, ça suffit en permanence de vouloir taper sur la ville de Paris. Franchement, c'est vraiment très très pénible. Il y a la Cour régionale du compte. Non, mais je réponds quand même parce que cette espèce de petite blague systématique sur Paris. Ah oui, d'accord. Et le niveau d'endettement de l'État, 300 milliards d'euros, est-ce qu'on peut en parler? Et le niveau d'endettement de toutes les collectivités. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on finance quoi et avec quels moyens? Alors, je reviens à Lucie Castet. Pardon, mais oui, mais vous faites une blague sur la ville de Paris. Elle a été nommée il y a un an pour diriger les finances, donc je pense qu'elle a aussi hérité d'une situation dont elle n'est pas forcément responsable. Mais au-delà de ça, la Cour régionale des comptes a juste salué la qualité de gestion de la ville de Paris. C'est le plus haut niveau de dotation du côté des agences de notation privées. Je rappelle quand même Standard & Poor's, etc. Je relancerai pas là-dessus parce que c'est pas exactement ça. Mais invitez-moi quand vous voulez et puis on en débat. J'ai aucun problème avec ça. Vous êtes invité. Sur Lucie Castet, qui était notre sujet, mais on peut continuer sur celui-là si vous voulez. Non, c'est vous qui l'amenez sur la table. Je vous réponds. Non, je veux juste pas laisser dire. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vous réponds que ce n'est pas vrai. C'est l'argument de la ville de Paris depuis toujours. Lucie Castet, il y a eu un conseil national il y a eu un conseil national du Parti socialiste jeudi soir, et dont certains au sein du parti ont contesté le choix par Olivier Faure, le patron du PS, de Lucie Castet, en disant que c'est pas la ligne du parti et que c'est incompatible. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire qu'on a une chance, c'est qu'on est un parti démocratique. Et donc, comme vous l'avez évoqué, ce qui se passe en Conseil national, pour moi, reste un Conseil national. On a des débats internes et c'est tout l'honneur du Parti socialiste qui est un parti démocratique. Donc, il y a des voix différentes qui s'expriment. Il y a eu un débat et je ne souhaite pas en révéler le contenu. Là, vous l'avez évoqué, il y a des désaccords, mais c'est normal, en fait. On est dans une parti démocratique. Pour l'instant, ça donne que Lucie Castet a été désignée comme étant la candidate du nouveau Front populaire pour être première ministre. Elle est dans une tournée d'un certain nombre de villes, etc., pour aller à la rencontre des Françaises et des Français. Après, je rappelle quand même que c'est le président de la République qui désigne son Premier ministre, à qui il donne mandat pour constituer un gouvernement. Donc on va voir quelle décision va prendre Emmanuel Macron après sa décision irresponsable de dissolution juste avant les Jeux. Et si les compromis qu'appelle de ses voeux pendant le week-end, qu'elle appelait de ses voeux pendant le week-end, Lucie Castet, pouvaient aller jusqu'à LR ou aux centristes de Ensemble, des macronistes, vous pourriez gouverner avec eux, vous, personnellement, par exemple, si on vous proposait d'entrer dans un gouvernement avec le LR et avec, pourquoi pas, en tout cas, des membres de Ensemble? En fait, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne pense pas que la question doive être posée désormais dans ce sens-là. Et c'est là où on a une responsabilité collective. En fait, c'est pas tant avec qui tu as envie de gouverner, mais pour gouverner pourquoi, pour raconter quoi. Donc c'est quoi le programme? Si les LR sont d'accord avec l'augmentation du SMIC à 1 600 € et globalement l'augmentation du niveau de salaire, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans une situation d'inflation et de difficultés du quotidien compliquées. S'ils sont d'accord avec l'abrogation de la loi sur l'assurance chômage, qui pour moi est absolument indispensable. S'ils sont d'accord avec les propositions qu'on peut porter sur la loi immigration, écoutez, à partir de là, je vois pas pourquoi on pourrait pas gouverner ensemble. Mais de toute façon, il faut d'abord qu'il y ait un cadre de discussion sur gouverner pour faire quoi, pour raconter quoi, quel est le projet. On va revenir dans Mettez-vous d'accord sur un autre sujet là, la situation au Proche-Orient et ses conséquences sur l'ensemble de la région, l'affrontement entre Israël et le Hezbollah. Tout de suite dans Mettez-vous d'accord. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier.
Mettez-vous d'accord avec nos invités. On continue la discussion hors micro. Et on n'était pas d'accord sur la ville de Paris, vous l'avez compris, avec Lamia Aragé. Donc on va organiser bientôt un débat là-dessus. Voilà. Ce sera avec plaisir, puisqu'on n'a pas les mêmes arguments, et peut-être qu'elle a raison, que j'ai tort, enfin on verra ça. Lamia Aragé, donc, qui est adjointe à la maire de Paris, en charge du handicap, proche donc, du Parti Socialiste, Noémie Alioua, journaliste, Alex Darmon, journaliste, et Jean-Luc Benamias, militant de longue date, écologiste. Alors, je voulais vous proposer tout simplement de réagir et peut-être de vous mettre d'accord sur ce qui engendre la situation aujourd'hui au Proche-Orient avec le risque d'embrasement. Frédéric Ancel, tout à l'heure, nous disait en direct à 10h10 sur Sud Radio qu'il ne croyait pas, lui, à une guerre régionale entre l'Iran, Israël et puis le Sud-Liban et le Hezbollah. Il n'empêche que les affrontements pendant le week-end ont mené à cet assassinat de 12 enfants druzes sur un terrain de football dans le nord d'Israël. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation aujourd'hui, et est-ce que vous redoutez pire, Noémie Alioua? Je pense que Frédéric Ancel a raison. Malgré la gravité de cet événement, cela ne va sans doute pas provoquer l'embrasement généralisé de la région tel qu'on le craint déjà depuis plusieurs mois. Pourtant, en tout cas, ça arrangerait l'Iran et ça arrangerait Netanyahou. Oui, mais ça le maintient au pouvoir. Il y a un élément de contexte qu'il faut prendre, si vous voulez, dont il faut prendre conscience quand on parle de ce sujet-là, c'est les élections américaines. C'est-à-dire que Israël a besoin des États-Unis si Israël souhaite partir en guerre, donc une incursion terrestre avec le Hezbollah si c'est au Trump, sud Liban. Et pour l'instant, Joe Biden a toujours dit qu'il refusait, si vous voulez, de soutenir une telle opération, parce qu'effectivement, ça impliquerait de facto les États-Unis dans une guerre régionale contre l'Iran et qu'il y aurait des conséquences dramatiques. Or, les États-Unis ne veulent pas de ça maintenant. Ils sont déjà très engagés en Ukraine. Ni Biden, ni Trump, en fait. C'est ça ? Ni Biden, ni Trump, même si, bien sûr, il y a des menaces, parce que vous connaissez le tempérament de Trump qui n'est pas du genre à mâcher ses mots. Malgré tout, les États-Unis sont encore en campagne présidentielle jusqu'en novembre prochain, et les États-Unis ne soutiendront pas Israël dans une guerre contre le Hezbollah qui est soutenu par l'Iran. Oui, parce que direct, ce serait il y a Téhéran, une escalade, si vous voulez, larvée déjà depuis le 8 octobre, parce que je rappelle que le Hezbollah, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le dit régulièrement dans ses discours, que c'est lui qui attaque Israël pour soutenir le Hamas à Gaza. Donc, c'est ce qu'on appelle l'axe de la résistance chiite, qui est soutenu par l'Iran. Si vous voulez, ce sont tous les proxys de l'Iran qui agissent contre Israël pour soutenir le Hamas à Gaza. Vous avez les Houthis aussi qui envoient régulièrement des roquettes. Vous avez des milices chiites en Irak, en Syrie, le Hezbollah au sud du Liban. Toutes ces troupes-là attaquent régulièrement Israël, qui doit se défendre sur plusieurs fronts. Et toutes ces troupes-là sont organisées par l'Iran. C'est pour ça que s'il doit y avoir une guerre, elle aura lieu avec le Hezbollah et indirectement avec l'Iran et le régime des Mollahs. Je pense vous n'avez pas répondu à mon objection. Il y a deux acteurs dans cette affaire qui sont d'une part les Mollahs iraniens, mais aussi et surtout Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, qui se maintient au pouvoir, notamment avec la guerre. Et donc là, ça l'arrange, au fond, si cette surenchère. Il doit y avoir des élections normalement dans 4 ans. Maintenant, après le 7 octobre, il y a eu des sondages d'opinion qui ont montré que la population israélienne considérait que le Premier ministre était responsable, qu'il était responsable de ce qui s'était passé, qu'il devait en porter la responsabilité et qu'à ce titre, il fallait avancer les élections. Pour l'instant, ces élections n'ont pas encore lieu. Si elles ont lieu demain, personne ne sait ce qu'il en sortira. Les centristes sont sortis de la coalition. Sachant que c'est un régime justement à coalition à majorité, si vous voulez, absolue, oui, mais qui implique toujours une coalition des partis nationalistes, orthodoxes, religieux. Qui lui permet de tenir pour l'instant. Etc. Qui lui a permis de tenir depuis 25 ans. Jean-Luc Benamias. À part une petite parenthèse au milieu. Mais... Qu'est-ce que vous inspire la situation au Proche-Orient ? Ça m'inspire que je pense que on n'a pas une grande maîtrise de tout ce qui se passe là-bas. Vous oubliez ce qui se passe aussi, enfin vous l'oubliez pas, parce que chacun le sait. Une partie du Yémen fait des attaques régulières avec des bombardements et des attaques évidemment terribles, terroristes terribles, que ce soit en mer ou que ce soit sur terre. Le Hezbollah, moi je veux bien que le Hezbollah soit entre les mains particulièrement de l'Iran. Enfin, le Hezbollah aussi, libanais, a aussi une certaine indépendance. Donc, je ne vois pas, j'ai pas de réponse précise et facile à tout ce qui se passe là-bas. Je pense que ça peut, malheureusement, très vite déraper. Lamia Aragé, votre sentiment à vous ?
Mon sentiment, c'est que j'espère que la situation ne va pas justement déraper et que il faut absolument réussir à retrouver le chemin de la paix, même si ça paraît extrêmement compliqué aujourd'hui. Je crois surtout que tout ça contribue à exacerber aussi énormément les tensions avec toutes celles et ceux qui souhaitent importer ce conflit-là ici en France. Et je crois surtout que les images qui nous arrivent des très grandes manifestations organisées depuis quelques jours, notamment à Tel Aviv, de toutes celles et ceux qui contestent la politique menée par Netanyahou et qui pointent du doigt sa responsabilité politique et personnelle dans ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, je crois qu'il faut qu'on les soutienne. Et en tout cas, la gauche qu'on représente, le Parti socialiste et les socialistes parisiens notamment, dont j'ai la responsabilité, sont aussi en contact avec des organisations politiques de gauche en Israël et que nous les soutenons dans la démarche démocratique qui est la leur. Mais évidemment, énormément d'inquiétudes. Et j'ai pas besoin de vous relancer sur Rima Hassan, qui son comportement et ses critiques ou celles de Thomas Porte. On a bien compris que c'était pas votre tasse de thé. Non, c'est pas du tout ma tasse de thé parce que déjà, pour moi, ces gens sont des populistes irresponsables et que avoir fait la campagne des européennes avec pour seule thématique Gaza, évidemment que c'est absolument épouvantable ce qui se passe à Gaza. J'ai pas de sujet là-dessus. Clairement. Mais considérer que dès que vous pointez du doigt leur responsabilité dans cette volonté de manipulation d'un conflit où des femmes et des hommes meurent en fait au quotidien, des enfants meurent quotidiennement, je trouve ça dégueulasse. Voilà, c'est pas ma façon de faire de la politique. Et je crois que en démocratie, avoir un propos nuancé et essayer de tenir compte de la globalité d'une situation, apparemment, pour certains, c'est absolument impossible. Et oui, c'est pas ma tasse de thé, je crois que c'est l'euphémisme du siècle que de dire ça comme ça. On revient au débat sur les gauches irréconciliables, je ne sais pas, mais en tout cas sur lesquelles, là, clairement, elles sont pas d'accord. Alex Darmon. Juste sur Benjamin Netanyahou, il faut savoir qu'il y a un regain d'intérêt positif dans la population israélienne depuis son voyage aux États-Unis la semaine dernière et son discours au Congrès. D'intérêt, ça veut dire de soutien ? Oui, c'est-à-dire d'opinion positive dans les sondages depuis là, samedi et dimanche dernier, depuis sa prise de position et le soutien des États-Unis et du Sénat notamment au discours de la manif d'hier soir. Non, mais de toute façon, les manifs, elles existent avant même le 7 octobre. Hein. Oui, non, il faut bien avoir ça en tête. Bien évidemment. Mais toutes les semaines, il y a autant de monde dans les rues parce qu'Israël est une démocratie et donc toutes les semaines, vous avez autant de monde dans les rues. Mais si on parle de Benjamin Netanyahou, je vous dis ça pourquoi ? C'est parce que dans 2 ans, il y a des élections. Je pense pas qu'avec ce regain d'intérêt qu'il a là, il va solliciter des élections demain pour faire en sorte de les perdre parce qu'il les perdra. Il va se servir de ces sondages qui sortent et qui sont réalistes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, j'aimerais juste utiliser une expression, c'est 2 poids, 2 mesures. Vous savez, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, dans l'opinion, à travers le monde, dans les instances internationales, certains de nos politiques emploient ce mot de 2 termes, deux poids, 2 mesures. Expliquez-nous. 2 poids, 2 mesures quand on parle d'Israël. Vous avez eu 2 poids, 2 mesures pour les Jeux Olympiques. Il y a 2 poids, 2 mesures avec les athlètes israéliens par rapport aux athlètes russes. Ils sont tout pas le monde a de la dit même manière. C'était pas bien de les pointer du doigt comme ça. Non, mais je dis pas tout le monde. Je dis certains le font par rapport au fait qu'il y a 2 poids, 2 mesures quand on traite Israël par rapport aux autres pays. Mais la vérité, c'est qu'il y a 2 poids, 2 mesures des 2 côtés. Ce qui s'est passé samedi. Israël est une démocratie. On peut pas comparer Israël et la Russie pour le coup. Je suis d'accord avec vous. Sauf qu'il y en a qui le font, malheureusement. Et ce qui s'est passé samedi, c'est aussi la preuve de ce 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose avec Israël, ce n'est jamais traité de la même façon. Samedi, vous avez 12 gamins sur un terrain de football qui ont été tués, qui avaient entre 12 et 20 ans. Est-ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez vu, j'ai regardé les JT. Sud Radio. Qui en parle? Très bien, mais moi j'ai regardé. Parlons vrai. Parlons vrai, mais moi je vous dis en règle générale, quand on regarde les JT de 20h, alors oui, il y a l'euphorie des Jeux Olympiques, tout ce que vous voulez, mais est-ce que vous avez vu un seul sujet sur ce qui s'est passé dans cette ville au nord d'Israël, composée de 11 000 Druzes qui sont des Israéliens de citoyenneté à part entière dans le Golan? Est-ce que vous avez vu un seul sujet là-dessus? Pour nous, la seule chose. Mais moi je vous parle des JT, je vous parle des influenceurs qui c'est leur droit. Je mets pas ça en cause. C'est leur droit. Qui ont fait pendant des semaines et des mois All Eyes on Rafah. Est-ce que vous les avez vus faire ça avec ces 12 gamins qui n'avaient rien demandé et qui ont perdu la vie sur ce terrain de football samedi? Malheureusement, depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël, vous avez toujours 2 poids, 2 mesures avec. Mais si, c'est la vérité. Avec ce pays, vous avez toujours 2 poids. Je peux pas vous laisser dire, Alex Darmon, que les journalistes français ne traitent pas de la problématique israélienne, j'ai pas dit ou de la problématique palestinienne, ou du Proche-Orient de manière équilibrée. Je veux dire, Charles Anderlin a été le correspondant de France 2 pendant des années. Je vais aller plus loin. Est-ce que je vous invite à lire le communiqué du Quai d'Orsay? Vous n'avez pas écouté mon objection, tous les deux. Je suis en train de dire que
écoutez, mais je suis pas d'accord avec vous sur Charles Darlan, je suis pas d'accord avec vous. Si vous voulez qu'on parle de Charles Darlan en 2001, quand il y a eu effectivement journaliste quelqu'un de tout à fait, un très grand journaliste qui d'ailleurs aujourd'hui ne tient pas les mêmes propos qu'il y a 20 ans au passage, quand vous l'écoutez aujourd'hui, il avait quand même c'était cette affaire du jeune garçon qui avait été assassiné et qu'on savait pas d'où la balle partait, abattu, et on savait pas d'où la balle partait, et tout de suite il avait pris position contre l'armée israélienne. Al-Dura, pour ceux qui veulent rentrer un peu plus dans le détail. C'est pour dire que non, ce que je voulais dire, c'est que les journalistes de la télévision et de la radio française traitent, pas toujours à deux poids deux mesures, mais traitent à égalité les problématiques. Noémie. Je vous invite à lire le communiqué du Quai d'Orsay, qui est quand même un exemple en la matière en termes de deux poids deux mesures, parce que dans ce communiqué, vous n'avez ni le mot Israël, ni le mot Hezbollah. Alors il fallait le faire pour parler de cette attaque-là. J'ai pas lu le communiqué. On parle du Golan occupé. On parle de la communauté druze, c'est-à-dire qu'il y a une atténuation, une euphémisation de l'événement qui est incroyable, avec une incapacité à reconnaître que le Golan a été gagné par Israël au cours d'une guerre. C'est parce que le ministre est démissionnaire qu'il tient plus ses troupes. C'est incroyable. Je vous invite vraiment à lire ce communiqué qui est un exemple. Je pense qu'il faut le donner dans les écoles de journalisme pour comprendre comment on peut, si vous voulez, triturer une réalité à partir d'un changement de mot. Jean-Luc, le dernier mot. Tradition gaulliste, de la position gaulliste par rapport à Israël et tout cela. C'est juste un dernier mot. C'est une des raisons techniques. Franchement, on arrive au bout. Non, mais allez-y, Thierry. Non, mais il y a une explication technique à ça. C'est vrai que les diplomates français s'inscrivent dans la tradition entre guillemets pro-arabe du gaullisme depuis l'époque. Il y a une partie du monde arabe aujourd'hui qui est pro-Israël. Il faut quand même voir le changement de monde. Il y a eu les accords d'Abraham, il y a une partie des pétromonarchies qui ont entamé des accords de paix avec Israël comme il n'y a jamais eu dans le monde. Malheureusement que nous soyons amenés à revenir sur ce sujet dans les semaines, peut-être pas au mois d'août, mais dans les semaines qui viennent sur Sud Radio, et ce sera peut-être un des débats quand vous retrouverez ici Valérie Expert. Merci Alex Darmon, merci Noémie Alioua, merci Lamia El Harraj, et merci à Jean-Luc Benamias, nos 4 débatteurs pour Mettez-vous d'accord ce matin. On se retrouve tout de suite après les infos avec la suite, et puis bien sûr les JO dans tous leurs états sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.